Day Trading, le podcast, le plus grand casino au monde. Salut à vous tous qui êtes en quête d'abondance. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. Après une discussion intéressante qu'on a eue, on a décidé de s'attarder, de s'amuser, dans le fond, à comparer le day trading avec le casino. On va jouer à identifier des similitudes entre les deux mondes. On va essayer de raffiner notre esprit, puis on espère que ça va nous permettre de mettre le doigt sur certains comportements qu'on peut avoir, qui peuvent mettre à risque nos résultats, puis par le fait même notre capital. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se ressemblent, si on veut, avec le casino et le day trading. Et comme à l'habitude, je suis avec Fuji Master, que j'appelle l'anti-gambler, pour en parler. Comment ça va, mon anti-gambler? Ça va super bien. C'est un très bon surnom pour la situation actuelle de nos jours, mais on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai déjà été gambler. Puis peut-être le fait de transiger à la bourse, c'est mon fixe, c'est ma drogue. C'est un genre de gambling, la bourse. J'aime pas ça comparer ça au casino, mais c'est un petit peu ça. On s'en reparlera. C'est très humble et transparent de ta part de l'expliquer comme ça. Puis le pourquoi moi je t'appelais anti-gambler, c'est parce que souvent, c'est justement, tu dis on ne veut pas jouer. Tu sais, quand tu dis on va jouer, non, on n'utilise pas ce mot-là. On ne peut pas le traiter comme, dans le fond, du gambling. On veut le traiter comme une business puis avec une discipline. Fait que toi, c'est beaucoup au niveau de la discipline que tu nous ramènes souvent. Ceux qui te connaissent, ils savent que tu fais attention à la taille de tes positions aussi, puis probablement de plus en plus en vieillissant, là. Je sais pas, hein? Oui. Comme une entrevue j'avais déjà donnée, en vieillissant, on devient plus frileux. On joue avec des plus grosses quantités souvent, puis on a peur d'en redonner. Donc, c'est un processus normal. Oui, puis si on en redonne trop, puis on dilapide notre compte, on a moins de temps devant nous pour se reprendre qu'un jeune de 20 ans. Aussi, oui, hein? c'est un classique, là. J'avais un ami qui backait des jeunes futurs traders, puis début vingtaine. Et je veux pas dire que les jeunes s'amusaient à sauter les comptes, mais c'est pas grave, on retourne vivre chez papa-maman. Mais quand il y avait des personnes de 40 ans, des fois, c'était un peu plus dur pour eux autres, là. Puis, mais bref, c'est deux mondes. C'est ça. Quand tu as des enfants, tout ça, puis tu sais, on a quand même une responsabilité là, quand on a une famille. Là, puis il y a des gens au casino qui ont tout perdu, comme il y a des gens en day trading qui ont tout perdu. Donc, c'est sûr que ça se regroupe. Donc, on va s'amuser, là. Bienvenue à Las Vegas, tout le monde. On est rendu au casino et on va s'amuser. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on évite de les nommer comme ça, mais les marchés boursiers, ça représente l'équivalent du plus gros casino au monde. Parce que, tu sais, de un, le casino, il y a un certain nombre de produits, mais dans les marchés financiers, des produits, il y en a des dizaines de milliers. C'est quasiment infini, tout ce qu'on a comme produit. Donc, on peut le considérer comme ça. Puis, il y a bien des traders qui se font attraper par la fièvre aussi dans le day trading, comme les gamblers au casino. Et comme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui ont suivi la série, mais Marge Simpson, c'est une gambler maladive. Je ne sais pas si François, tu avais vu l'épisode. À un moment donné, ça va d'un casino, puis elle n'est plus capable d'arrêter, puis là, elle se met à jouer, puis à jouer. Puis à un tel point que dans certains épisodes, par après, elle n'a plus le droit d'aller au casino. Tu sais, si elle rentre là, c'est maladif. Donc, elle s'est fait barrer. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il l'ait barré, mais je pense qu'elle ne veut plus y aller. Okay. Je ne peux pas mettre les pieds là. Elle est consciente, en fait, qu'elle a cette maladie-là, parce que ça se compare à une maladie, cette dépendance-là. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, pour s'amuser, on va commencer avec les similitudes. Donc, une similitude, moi, que j'aime beaucoup l'image, c'est quand on compare le trader professionnel avec le joueur de poker professionnel. Qu'est-ce qui se ressemble, selon toi, François, entre les deux? Oui, on le voit souvent, la comparaison, puis j'aime ça la faire parce que désolé l'anglicisme, là, il faut avoir certaines skills, certaines aptitudes, je crois, pour faire du trading professionnel, puis pour gagner au poker. Au poker, je ne suis pas un joueur de poker, mais les statistiques que j'ai eues, je crois, sont quand même assez élevées de comment savoir jouer. C'est sûr qu'il y a tout le temps un pourcentage de chance, là. Je ne sais pas, là, il y a peut-être un 25 de chance puis 75 de savoir jouer. Parce que le poker, c'est vraiment joué, mais ça peut être un métier. Il y en a qui gagnent leur métier, mais c'est ça, les similitudes, là, il faut compter les statistiques, il faut compter les chances, les odds. C'est la même chose avec le trading professionnel. Dans mon métier, j'explique souvent que
quand on transige, surtout faire du day trading, c'est faire du gambling, faire des bets, excusez les anglicismes, là, mais faire des bets éduqués. Donc, versus seulement mettre un 25 cents dans la machine puis tirer, tu sais, quand on fait du trading ou même l'investissement, tu sais, on regarde des statistiques, on regarde des graphiques, on regarde les résultats financiers, on met les chances de notre bord, un peu comme un poker. Donc, quelqu'un qui trade professionnellement ou un joueur de poker, il y a quand même des belles similitudes. Puis je serais curieux de savoir, les joueurs de poker qui transigent, sont-ils des meilleurs négociateurs? Je crois que le côté discipline, je crois que oui. Puis je suis pas mal sûr que oui, là, à force de, je pense à voix haute, là, ils ont tellement un succès dans la discipline, s'ils sont capables de remettre ça dans la négociation, déjà en partant, là, ils augmentent leur pourcentage de réussite. Donc oui, beaucoup de similitudes. Oui, puis tu l'as dit, c'est les bêtes ou la taille de leur mise, dans le fond. Oui, S'ils restent petits par rapport à leur capital, ils ne se mettent jamais à risque, puis ils peuvent continuer de jouer. Puis un point peut-être qui est différent, c'est que dans le poker, tu peux lire le non-verbal des autres. Mais le marché, tu ne peux pas lire le non-verbal, mais tu peux lire quand même l'énergie de Mr. Market, là, un petit peu son sentiment, c'est quoi la dynamique, là, tu sais. c'est ça. Je t'écoute parler. Et puis le poker, là, qu'est-ce qu'on voit à la télévision souvent quand on regarde World Series of Poker? On voit tout le temps les highlights, là, deux paires d'as, une paire d'as, un triple, un full house. On voit juste les highlights, on voit juste le bon moment. Mais moi, j'ai un ami, c'est un joueur de poker. Et puis quand il allait au casino, il dit, Colin, ça se passe pas de même, là. Qu'est-ce que vous voyez à la TV? C'est seulement les bons coups. Il dit, sur un tournoi de poker qui dure 8 heures, là, il dit, je fold, je me couche. Fold, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. OK, un petit peu de bluff, j'y vais. Mais tu sais, sur 100 mains, il va peut-être y aller 2, 3 fois. Le trading professionnel, c'est la même affaire. Tout le monde pense que je fais juste cliquer puis je fais juste acheter, vendre, acheter, vendre. Le trading professionnel, des fois, quand je suis en live durant mes sessions live du matin, des fois, je parle pas puis je fais rien. Des fois, rien faire, là, c'est une bonne trade. C'est pareil comme le poker. Le poker, le joueur de poker, des fois, il va se coucher peut-être 98 fois avant de dire OK, là, j'y vais parce que il a vu une opportunité. C'est la même chose avec le trading professionnel. On a tellement d'opportunités. Des fois, rien faire, on va rien faire pendant 1 heure, puis à un moment donné, pouf, on a le setup parfait, puis on s'essaye, là. Donc, c'est ça, une autre similitude. Oui, oui, oui. Une autre façon de réfléchir là-dessus aussi, c'est, moi, à un moment donné, j'avais lu que quand tu joues au poker, puis que tu es à la table, puis tu sais pas c'est qui est comme le moins bon ou celui qui est novice puis qui va se faire ramasser, ben, ça veut dire que c'est toi qui est cette personne-là. Donc, au poker, il y a des gens, tu sais, tu peux jouer avec des gens qui sont vraiment avancés, avec d'autres gens qui commencent sur la même table, mais dans le marché, c'est la même chose. Tu as des novices, puis tu as des maîtres, puis tu as des institutions. Donc, il faut partir avec, dans le fond, l'image qu'en partant, on est le novice qui risque de se faire avoir. Donc, il faut être très prudent. Encore pour continuer là-dedans, quand je travaillais sur le parquet de la bourse, on le voyait, les nouveaux. On le sait, c'est qui les nouveaux. En anglais, on dit fresh meat. C'était de l'argent facile. Mais maintenant, à l'ère de l'électronique, c'est différent. Quand j'appuie sur F5 ou Enter pour acheter, je ne sais pas contre qui j'ai acheté. Donc, le novice, on ne le voit pas. Ça se peut que l'autre bord. Fait on peut dire que quand j'étais sur le parquet de la bourse, on pouvait profiter de la naïveté ou la chance ou des débutants. C'est plate à dire, mais quand on parle, c'est comme les joueurs de poker, là, le trading professionnel, on ne laisse pas de chance. Là, c'est, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis, s'il y a un 50 à terre, mais on le ramasse. Mais c'est ça, la beauté de l'électronique, maintenant, on ne sait plus contre qui on transige. Donc, ça peut être un expert, là, côté, ça peut être un débutant. Donc, cette notion-là vient de s'effacer là, depuis l'électronique. Puis moi, je pars avec le principe, mettons, que c'est toujours un meilleur que moi. Comme ça, je suis plus prudent que si c'est moi qui pense qu'il est le meilleur. Oui, il faut mettre la barre haute. Oui. C'est ça. Ensuite de ça, on continue donc au casino ou en day trading. On peut faire du gambling. Fait que ça serait quoi, mettons, la différence entre gambler puis miser correctement à faire du trading? Bien, en partant, le monde savent mon aversion au penny stock. En partant,
c'est faire du gambling. Je pense transiger les penny stocks. Mais sinon, que ce soit les penny stocks ou n'importe quoi d'autre, on peut faire du gambling avec des titres de qualité. Là. Si on décide, on achète Apple, juste comme ça, ben, c'est du gambling. Donc, faire un bet éduqué, comme que j'aime dire, que ce soit du Tesla ou du Apple ou un penny stock, même si c'est sur un penny stock, on peut faire nos devoirs. On regarde des graphiques, encore là, je me répète, là, mais les résultats financiers, on regarde qu'est-ce qui s'en vient. On ne prend pas de position avant une sortie des résultats financiers la veille ou 2 jours avant. Donc, ça, je pense, puis même pour les penny stocks, là, c'est faire des bets éduquées. On met les chances de notre bord. Tandis que faire du gambling, mais on sait tous c'est quoi faire du gambling. Là. Pour le marché boursier, si on achète sans raison, souvent avant, des fois, on achète avant une nouvelle. On n'a pas fait nos devoirs. Donc, si on fait du gambling, ça va donner le résultat que ça donne quand on va au casino. On va peut-être avoir eu du bon temps, mais on va sortir du casino bredouille. Puis, pour rajouter ce que tu dis, puis on a fait des épisodes là-dessus, mais quand on est en mode gambling, moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait ses émotions qui le font trader, au lieu d'avoir un plan, une stratégie. C'est l'émotion qui fait qu'on va en remettre plus, on va se refaire. Puis ça, il y a eu quasiment comme 8 épisodes là, qu'on a d'enregistrés sur la psychologie, les billets, tout ça. Donc, vous pourrez aller les écouter. Mais moi, c'est comme ça. Quand on ne se contrôle plus puis qu'on fait juste essayer d'aller... l'overtrading qu'on appelle aussi. Pour moi, tu rentres en mode gambling parce que c'est même plus logique. Là. Oui, pour imager ça, des fois, on voit des images de casino, puis on voit 3-4 amis sont alentour de la table de craps, puis ça lance des dés, puis ça crie. Tu sais, ça, c'est du gambling. Ils ont du fun. Puis l'autre image, le trading, faire des bets éduquées, c'est pas une image le fun. On sait que la personne, c'est pas le fun, là, mais juste pour imager, la personne qui est concentrée sur sa slot machine, là, puis il regarde juste sa slot machine, puis il descend le bras, puis il descend le bras, puis le monde, il parle, puis il est dans son monde. Mais tu sais, ça, c'est être focus. C'est pas le bon focus, là, mais c'est le gambling versus le trading. Là, le trading, des fois, le monde, François, il dit hey, t'as pas d'émotion? Non, c'est un robot. C'est plate, là, mais c'est sûr qu'on va être la personne qui lance des dés, les craps, puis on crie, puis c'est le fun, mais si on veut gagner notre vie de ça, c'est plate, il faut être comme le monsieur en arrière de la slot machine, puis être focus, concentré sur sa machine en espérant qu'elle paye. Oui. Puis comme au casino, là, quand tu disais les gens, l'euphorie, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a des lumières, il y a tout pour nous exciter. Il y a de l'alcool aussi dans les casinos. Mais dans le trading, tu sais... il y en a de l'alcool dans le trading aussi. Oui, mais je vous souhaite que vous attendez après, là, parce que... oui, non. Mais c'est les lumières. On avait déjà parlé des lumières dans les plateformes qui flashent. Oui. Si vous tradez à la journée, c'est pas grave, mais quand vous tradez à la minute, ça monte, ça descend, ça flash, ça flash. Moi, je suis sûr que c'est fait pour nous stimuler l'esprit puis pour faire en sorte qu'on a le goût de peser sur le bouton. Là, on peut les enlever, ces couleurs-là, en passant. Puis j'ai déjà suivi une formation il y a longtemps. La personne, elle enlevait les couleurs sur les graphiques chandeliers japonais. Même les chandelles, oui. Les chandelles, la même chandelle, la même couleur. Moi, depuis ce temps-là, j'utilise seulement vert. Donc, c'est plein ou vide, mais vert. Donc, le marché monte, descend, c'est vert. C'est tout le temps vert. Et je ne veux pas être influencé sur 3-4 mouvements. Quand il descend, ta chandelle est vide, tu as juste le pourtour. Puis quand il monte, elle est pleine, mettons. C'est ça. Ah oui, parce que c'est vrai, moi aussi, j'avais lu ça, que ça disait que dans le fond, ça nous influençait inconsciemment. C'est comme si c'est plus vert que rouge, on pense que ça monte, mais c'est pas juste la chandelle. Là. Il y a plus que ça qu'on doit interpréter. Et pour revenir à l'alcool, parce que tu parlais de l'alcool dans le casino, on s'entend que de l'alcool dans le casino, c'est voulu. C'est pour vous faire devenir émotif, tout ça, faire des niaiseries. Donc, si vous voulez devenir un joueur de poker ou un gambler professionnel, il ne faut pas mettre de l'alcool là-dedans. Puis pour faire une analogie avec le trading, souvent, on sortait pour aller dîner. Puis il y en a des fois qui avaient le coude un peu plus pesant que les autres, ou il levait le coude plus que les Léger. autres. Puis, oui, c'est ça. Et puis il arrivait, puis il commençait à transiger. Puis je dis, voyons, Gilbert, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Puis non. Ben, aujourd'hui, il conduit des taxis, là. On salue Gilbert s'il nous écoute. On salue Gilbert s'il nous écoute. Un super bon gars, mais tu sais, il s'était reconnu, lui, il levait le coude, puis il transigeait, puis c'était rendu du game. C'était un bon négociateur, mais c'était rendu un gambler. Il était émotif, il y avait des gros gains, des grosses pertes.
Mais au bout de la ligne, ça ne marche pas. Donc, Mm. alcool, trading, alcool, gambling, casino, on oublie ça. Oui, très sage, très, très sage. On écoute ça, on écoute les amis. Ouais. Ensuite de ça, ben, au casino, puis en trading aussi, c'est qu'on on voit, mettons, au casino ou la loterie, souvent, ce qu'on voit, c'est les gros gains. Hein, ils vont nous mettre de l'avant les gros gains, il a fait tant de millions ou il a fait 50 000. Ou, là, puis là, ça a une influence sur nous. Puis en trading, ben, ça dépend si on côtoie beaucoup de gens, mais en général, on est aussi bombardé de publicité partout, de gens qui vont flasher leurs gains. J'ai fait tant de jours avec des montants, j'ai fait 10 000 Ouais. en une journée. Puis ça, ben écoute, ça peut être inspirant, mais ça fait partie du danger, là, de dire, moi aussi, je veux faire ça, puis ça a l'air facile. Puis, donc, ça, c'est une similitude pour moi, mais qui ne vient pas du même endroit. Si on veut, la loterie ou le casino, lui, va faire en sorte qu'on le sache quand quelqu'un a un gros montant à gagner parce qu'il veut nous manipuler. Mais là, dans le trading, ben, c'est l'industrie de la formation, si on veut, qui est là, parce que les courtiers, ils ne vont pas flasher qui a fait quoi. Là. Ça reste que c'est confidentiel là, quand tu transiges chez eux. Donc, moi, je trouve que c'est à faire attention quand on voit beaucoup de gros gains à gauche, à droite, de ne pas se laisser manipuler. C'est ça, on ne fait pas notre marketing avec... Tesla ne fait pas son marketing avec les voitures qui brûlent. Pourtant, Ouais. c'est des très bons produits, mais il y en a qui brûlent. La même chose, Samsung, avec les cellulaires, les batteries qui explosent. Oui, ça l'arrive. Là. Puis, je vais faire l'avocat du diable. Il y en a qui savent qu'est-ce que j'ai comme business. Le Club des initiés, on a environ plusieurs centaines de négociateurs. Puis des fois, ils vont dire, François, tu montres juste tes bons coups. Non. C'est ça, comme tu dis, des fois, on va sur Instagram, Facebook, le monde font juste montrer les bons coups, puis ils ne parlent pas des mauvais. Moi, je suis en direct chaque matin, puis la plupart des analyses que j'envoie, sur exemple, sur Facebook, c'est tout le temps avant le mouvement. Donc, le monde peut voir si je me suis planté ou pas. Donc, puis on est honnête, là, puis je le dis à chaque fois que sur une centaine de transactions que je peux faire par semaine, il y a une trentaine, c'est des pas bonnes. Là. Donc, d'emblée, je le dis d'avance. Donc, mais oui, on monte nos bons coups, c'est le fun, il faut motiver la troupe. Mais quand je suis en direct, là, sur 10 transactions en matinée, j'en ai 3-4 qui sont pas bonnes. Là. Donc, l'important là-dedans, c'est d'être honnête. Puis c'est correct de flasher, exemple, le jeune sur Instagram qui a fait, on va dire, 90 000 $. Mais tu sais, c'est quoi son historique? Est-ce qu'il monte aussi les mauvais coups? Est-ce qu'il en parle? C'est juste du marketing. Mais l'important, je pense, dans le processus, c'est d'être honnête au bout de la ligne. C'est ça. Parce que pour faire son 90 000, s'il en a perdu 200 avant pour ce flashing-là, ça fait que ça ne veut absolument rien dire. Mais autrement dit, oui, c'est le fun, mais soyons vigilants, ayons un sens critique. Puis il faut se regarder soi-même. C'est en lien avec soi-même, dans le fond, pour explorer là, ce monde-là. Moi, je pense si on se replie sur soi à ce niveau-là, ben on est plus sécure que d'essayer de copier les autres un peu partout, même s'il faut apprendre de quelque part. C'est important d'apprendre d'un genre d'expérience, mais soyons prudents. Il ne faut pas juste se laisser influencer en disant « je vais jouer plus gros parce que ça a l'air hot ». C'est pas juste ça l'idée. Là. C'est un cheminement. Ensuite de ça, dans le trading, des fois, on peut avoir des situations où il y a le fameux délit d'initié, mais au casino ou dans le monde des jeux, il y a des joutes qui sont truquées aussi. Là. Fait que, il y a des passes qui se font en ayant accès à une information. Les clichés qu'on voit, des combats de boxe que le gars il s'est couché, mettons, en ayant de l'argent. Fait que là, la personne qui a misé sur ce combat-là, elle avait comme un délit d'initié parce qu'elle savait qu'il allait se coucher. Donc, dans le trading, il peut y avoir des situations comme ça. Il peut y avoir aussi ce qu'ils appellent les market makers. Là. C'est des gros joueurs qui peuvent influencer le prix des produits d'un stock ou dans des penny stocks, il y en a encore plus. Puis là, j'aime là ça, ils appellent ça des stop hunters. C'est des gens qui vont essayer de chasser vos stop loss pour essayer de vous ramasser en fait avec ça. Donc, dans les deux côtés, il y a des gens qui en connaissent plus que nous, puis qui en profitent, puis pas toujours de façon légale. Donc ça fait partie du jeu aussi. Là. Oui, les délais d'initiés, il y en a beaucoup à la bourse, puis sont relativement faciles à identifier, surtout dans les penny stocks, dans tout, mais surtout dans les penny stocks. Des fois, les penny stocks, ils vont monter beaucoup pendant une journée ou deux. Et puis après ça,
une nouvelle va sortir. Un stock va passer de 50 sous, puis pendant 2 jours, il va monter jusqu'à 2 $. Puis après ça, pouf, 2 jours après, il y a une nouvelle qui sort. Pourquoi qu'il a monté pendant 2 jours? Parce qu'il y a du monde qui savait la nouvelle. Mhm. Donc, c'est ça des délits d'initiés. Donc, quand vous voyez un mouvement là, d'un titre boursier bouger super gros sur aucune nouvelle, attendez-vous que dans les prochaines journées, il y a une nouvelle qui va sortir. Puis ces personnes-là qui ont de l'information, bien, c'est ça, c'est un délit d'initié. Ça m'est arrivé, j'ai pas fait le délit d'initié, là, mais ça m'est arrivé, c'est parce que j'étais-tu sur le parquet de la bourse ou c'était électronique? Je me souviens plus. C'était au début de l'électronique, je crois. Et puis, quelqu'un m'appelle, il dit, François, check ça, achète ça, ça va monter parce que. Puis dans ce temps-là, je ne transigeais pas beaucoup les actions. Et puis, j'ai dit, voyons, si j'achète un gros montant, mettons, j'achète, on va dire, 100 000 $ de ce titre-là, ça va lever un red flag, là. Fait que faites-vous-en pas. Les délits d'initiés, là, la plupart du temps, le monde se font attraper. Si vous n'êtes pas habitué de transiger des actions, puis vous achetez en bloc, on va dire, 100 000 actions, bien, l'AMF va aller vous voir. Puis si vous faites une passe d'argent, puis je ne sais pas c'est quoi les conséquences de ça, c'est sûr qu'il y a des amendes, mais vous redonnez et plus le montant. Là. Donc, les délits d'initiés, on en voit à tous les jours à la bourse. Là. C'est vraiment plus flagrant qu'avant. Oui, puis ils vont geler vos comptes, puis ça va être à vous de démontrer que vous ne l'avez pas fait. Oui, comme le gouvernement. On gèle, puis après ça, ben, explique-toi. Comme l'impôt, effectivement. Ensuite de ça, une autre similitude, ben, c'est que les deux univers peuvent créer la dépendance. On peut devenir accro, on peut arrêter. Fait que là, il n'y a pas de solution ultime. C'est à vous de vous connaître, là, de reconnaître ça. Est-ce que vous êtes d'un type au départ dépendant, dépendant affectif, dépendant à l'alcool, dépendant au sucre? Est-ce que vous avez tendance à compulser dans des dépendances? Si vous avez ça, ben, il y a des fortes chances que ça va vous suivre dans ce monde-là, peu importe les deux. Donc ça, c'était juste un petit commentaire là-dessus au niveau de la dépendance. Ensuite de ça, on va poursuivre avec les différences. Donc, on a vu qu'au casino, ben, il y a un certain nombre de jeux. Là. J'en ai aucune idée de la quantité, là. Mais souvent, ça va se ressembler. Là. Il n'y en a pas. Mais tandis que dans les produits financiers, j'en ai aucune idée non plus, mais c'est dans les 5-10 000. En as-tu une idée, toi, François? Il y a combien de produits? Combien de produits? Écoute, dans les futures, dans les contrats à terme, là, il doit y en avoir au moins une centaine. Écoute, il y en a plus, une centaine. Je ne sais pas. Oui, je serais. Ça va-tu flirter avec le 1000? Ah, sûrement. Ben, j'ai déjà lu 5000 tickers. Ah! Ben, tickers, tu parles. Des symboles. Ben, des symboles. Tu parles des actions? Il y a peut-être genre. Ben, pas juste les actions, parce que tu as tous les produits. Oui, c'est ça. Tu as des actions, tu as des options, tu as des. Oui, c'est ça. Ah, ben, écoutez, on n'a pas les statistiques, mais oui, c'est ça. C'est sûr que la bourse, c'est le plus gros, comme on en parlait, c'est le plus gros casino du monde. Il y a plus de produits boursiers que versus aller au casino. Tu sais, au casino, c'est des jeux de cartes, il y a des variables de jeux de cartes, puis sinon, c'est une slot machine avec des variables de slot machine. Mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis pour faire une petite parenthèse, mon côté gambling, à 18 ans, j'étais allé au casino, je crois, à chaque jour. C'est triste de raconter ça. Là. Oui, puis j'y allais avec ma blonde de l'époque. Puis notre but, c'est comme le trading, on avait un plan de match. On y allait à chaque jour, puis notre but, c'était d'essayer de gagner ou de perdre 50 $, puis on arrête. Fait qu'on a fait ça pendant 1 an, mais on s'entend qu'au bout de la ligne, c'est sûr, ça m'a coûté de l'argent. Je me souviens plus, là, mais après 1 an, là, j'ai commencé à trancher à la bourse, donc j'ai eu mon fixe d'une autre façon, là. Mais sinon, notre plus gros gain, on avait mis, je crois, c'était une slot machine à 5 $. On avait mis 5 jetons d'un coup, puis on avait gagné 1250. T'sais, la côté euphorie gambling, là, il était là. Mais donc, c'est ça. C'est pour ça que moi, je transige à la bourse. C'est un peu peut-être une continuité de mon gambling casino, mais j'y retourne plus au casino. Donc, je pense pas que je suis gambler. Là. Ben, c'est parce que tu sais que tu as plus de chances de gagner à la bourse ça. Parce que tu as tes statistiques qui sont... C'est quoi les plus grosses odds au casino? Je crois que je pense que c'est 49 %, je pense, avec le baccarat, ou c'est une chance sur 2. Je pense même pas que c'est une chance sur 2. Mais la bourse, là, je crois que si on fait nos devoirs, là, moi, je pense qu'à 60-70 % du temps, on est capable d'être profitable là, quand on sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, les gamblers qui nous écoutent, lâchez la bourse puis allez au casino. Allez au plus gros casino boursier, la bourse. Vous allez avoir plus de chance. Oui, faites l'inverse de ce qu'il dit. Là. Oui, c'est ça. Puis
Tu sais, une différence aussi, c'est que là, tu as parlé de edge, puis tu as parlé, dans le fond, en trading, on peut se le construire au fil du temps, puis il n'y a pas de limite, là, à part le fameux délit d'initié qu'on a parlé, mais si on trouve une recette qui marche, puis qu'on a construit, puis on est créatif, puis que ça marche, le marché va nous laisser continuer. Si on va au casino, on apprend à compter les cartes, ou on trouve une façon qu'on est gagnant, c'est pas long, comme maintenant, on va se faire mettre dehors. Là. Tu sais, fait que, à quelque part, il y a un avantage à la bourse qu'on peut être dans notre créativité, on a beaucoup plus de latitude, je pense. Pour poursuivre ce que tu dis, un de mes amis au début, quand le Casino de Montréal a ouvert, et ça fait longtemps ça, là, mon ami était très bon dans les cartes, il comptait les cartes. À chaque fois qu'il allait au casino, il revenait, il était tout le temps gagnant. Il ne s'est pas nécessairement fait barrer, mais à un moment donné, dans les sabots, ils ont augmenté le nombre de jeux de cartes. J'ai aucune idée. Peut-être avant, ils utilisaient 4 jeux de cartes. Après ça, ils sont rendus peut-être avec 8 jeux de cartes. Là. Donc, il n'était plus capable de compter. Là, c'était trop. Puis il a perdu son edge. Il a perdu son edge. Puis même 8 jeux de cartes, je suis sûr qu'il y en a qui... Écoute, on dit des chiffres, là, je suis sûr que je dis 8, c'est peut-être 6, peut-être 10. Il y a du monde qui sont capables. Mais quand vous allez dans la section VIP, à un moment donné, j'allais vraiment jouer. J'allais gambler, jouer dans la section VIP. Et puis, à chaque brassée, c'était juste un jeu de cartes. À chaque brassée, il leur mélangeait. Puis même dans l'autre section ultra VIP, il prenait un jeu de cartes pour être sûr que, pour pas que tu le comptes ou que la carte est maganée, il prenait un jeu de cartes, il le jetait. Après ça, il prenait un nouveau jeu de cartes. À chaque brassée? À chaque brassée. Mais ça, c'était les tables peut-être genre à 1000 $ minimum, là, pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. Là. Mais la bourse, tu sais, la bourse, le marché, pour comparer avec ça, le casino, le marché va tout le temps être là. Donc, notre edge, je pense qu'il est toujours possible. Tu sais, le marché, c'est des acheteurs, des vendeurs, et puis on essaye de tirer notre bonne épingle du jeu. Le marché ne va pas injecter plus de jeux de cartes pour essayer de te flouer. Là. Non. Donc, il y avait un bon film là-dessus, Rain Man, là, avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Ça mériterait d'être écouté, ça, je pense. Ça fait très longtemps. Donc, on s'est amusé. C'est des similitudes. Je pense que c'est un sujet qui est quand même plus léger aujourd'hui de comparer ça, mais on a eu quelquefois cette conversation-là, fait qu'on trouvait ça pertinent de vous la partager. Fait que si vous avez des idées, des commentaires ou des réflexions qu'on n'a pas eues sur les similitudes ou les différences, ben gênez-vous pas dans le groupe, pour ceux qui sont membres du groupe ou dans le club des initiés, de le partager. C'est toujours intéressant d'avoir vos opinions. Donc, en conclusion, ben, si vous sentez de votre côté que vous avez de la difficulté là, à vous contenir ou de vous retenir ou vous sentez plus dans la compulsion que dans la maîtrise de soi, ben ça serait peut-être une bonne idée de ne pas trop vous mentir, puis de réfléchir, peut-être aller consulter un professionnel de la santé mentale pour creuser la chose. Aussi, peut-être même, ça pourrait être une bonne idée d'arrêter le trading complètement. Tu sais, je reviens avec Marge Simpson, elle s'est dit « je ne vais plus au casino ». Elle a pris conscience que c'était maladif pour elle. Elle a quand même eu le contrôle de se dire « moi, j'y vais plus ». Mais si elle rentre dans le casino, c'est fini, là. Elle perd le contrôle. Il ne faut pas qu'elle y aille. Donc, c'est à vous de voir. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Je pense que ça va vous faire une plus belle vie. Vous risquez d'avoir une plus belle vie. Et toi, François, en conclusion? Oui, en conclusion, tu parlais de consulter puis arrêter de trader. Oui, c'est parfait. À un moment donné, il faut se connaître. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, un autre membre du Club des initiés, il dit « Colin, je fais bien, je transige bien, mais quand je deviens émotif, je perds beaucoup. » Puis, ben, ça, c'est le problème de beaucoup de monde, là. Et puis, il me l'a dit, il ne voulait pas trop en parler ouvertement, mais là, je ne le nommerai pas, mais bon, il est quand même exposé. Mais bref, il dit, moi, je consulte un psychologue. Il dit c'est super bon. Je me souviens plus quelle approche là, qu'avait le psychologue, là, mais comment contrôler quand il arrive des événements, mettons, une perte, là, bon, ben, c'est quoi les exercices que tu peux faire? Et puis, je pense que son trading va mieux depuis ce temps-là. Surtout le côté émotif, là. Moi, je pense que c'est quand il gagne, ce gars-là, en plus, qui parle, il se met à être émotif. Peut-être il se met aussi. à gagner. C'est ça. Fait que, bref, on ne consulte pas nécessairement un psychologue quand on est dans le trouble. Des fois, c'est simplement pour nous aider, mieux nous outiller, connaître nos émotions. Parce que les émotions, ça, pour finir ce petit podcast-là, les émotions, c'est le nerf de la guerre aussi à la bourse. Là. Il y a l'argent, là, mais les émotions, on a beau avoir la meilleure technique. Si on est trop émotif, comme au casino, on risque de tout perdre. Exactement.
Donc, je termine en vous invitant, les amis, à vous abonner si vous voulez rester aux affûts. On sort un nouvel épisode aux 2 semaines. Donc, si vous voulez être avisé par notification quand je sors un épisode, je sais qu'il y a des gens abonnés parce qu'avant même qu'on l'annonce, je vois le nombre d'écoutes là, qui pop au moment même où l'épisode sort. Mais c'est une très bonne idée, vous allez l'avoir avant tout le monde. Puis, je vous invite aussi à propager la bonne nouvelle du podcast auprès de vos proches pour les aider. C'est des sujets qui s'appliquent à souvent n'importe quelle facette de la vie. Donc, essayez d'aider vos proches, ceux à qui vous pensez, à qui ça pourrait être bénéfique, dans le fond, le sujet qu'on couvre à chaque épisode. Je termine avec ma petite maxime. Le trader qui approche l'investissement actif comme le casino est certain d'une chose, ce ne sera pas lui qui gagne. Bon trading à tous.